Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission Zoom sur, cette émission qui reçoit aujourd'hui Philippe Leroute, président de la Fédération internationale des journalistes, FIJ, et Blao Chalim, président de la Fédération des maisons et clubs de l'Afrique de l'Ouest. Tout de suite, cet élément introductif. La presse au grand complet en palais des congrès. C'était dans la perspective de l'élection du nouveau bureau exécutif du syndicat des journalistes mauritaniens. Mais auparavant, le bureau sortant a tenu son troisième et dernier congrès placé sous le thème « Un corps de presse unique, garant des droits ». L'ordre du jour des travaux a comporté les bilans et les réalisations en termes de formation des journalistes, de renforcement de la coopération avec les institutions et organismes de presse internationaux et la défense des droits matériels et moraux des journalistes. L'ouverture du congrès a vu la présence de deux invités de marque, le président de la Fédération internationale des journalistes et le secrétaire exécutif de la Fédération des maisons et centres de presse de l'Afrique de l'Ouest. Tous deux ont apprécié les progrès réalisés par la presse mauritanienne et le climat de liberté dont jouissent les journalistes et assuré leur disposition à collaborer avec le prochain bureau exécutif. Tout d'abord, je sais qu'il y a des progrès dans la liberté de la presse. Des mesures légales ont été prises qui favorisent la liberté de la presse. Mais reste un problème préoccupant en Mauritanie comme dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est que les journalistes ne peuvent pas toujours vivre de l'exercice de leur profession. Et donc, si on ne peut pas vivre de sa profession, on est sous la pression de pouvoir économique et donc le combat pour la liberté de la presse, c'est aussi garantir des conditions de travail décentes pour les journalistes. Le principe de la FIJ, c'est de respecter l'autonomie totale de ces syndicats. C'est aux journalistes mauritaniens de choisir ceux et celles qui vont diriger leur propre syndicat. Et la FIJ reconnaît les responsables des syndicats et continuera à travailler avec la future équipe comme elle l'a fait avec l'équipe présente. Elle sera peut-être la même d'ailleurs, ça c'est aux journalistes mauritaniens d'en décider. On est en train de penser au sein de la FEMACAO, voir dans quelle mesure accompagner le syndicat des journalistes mauritaniens dans la mise en place d'une maison des médias ou d'une maison de la presse. Je crois que ça sera une des priorités du nouveau bureau et on va les encourager dans ce sens-là. C'est pour ça même que je viens en Mauritanie pour la première fois. Et je pense que cette question sera abordée avec le nouveau bureau exécutif qui sera... Les participants se sont scindés en deux ateliers, l'un chargé de la révision du règlement intérieur et le second de la déontologie professionnelle. Rebonsoir. D'abord, je commence par Philippe Leroute. D'abord, quel est l'objet de votre visite en Mauritanie ? Eh bien, j'ai été invité par le syndicat national des journalistes mauritaniens qui m'a fait donc le plaisir de me convier en ma qualité de président de la Fédération internationale des journalistes. Je suis venu pour exprimer mon soutien au combat des journalistes mauritaniens pour la défense de leurs droits, comme la Fédération le fait à chaque fois qu'elle le peut dans les pays où elle compte des syndicats ou des associations membres. Ma question s'adresse à M. Blao Chalim. D'abord, chez vous, puisque vous venez d'assister au troisième congrès qui s'est tenu ici, qu'en pensez-vous? Et d'abord, vous allez bien sûr nous parler de votre Fédération des maisons et clubs de l'Afrique de l'Ouest. Oui, bon, d'abord, je dois dire merci à la Mauritanie qui m'accueille aujourd'hui. C'est la première fois que je viens de ce pays. Je vais rectifier quelque chose. Je suis le secrétaire exécutif de la Fédération des maisons, centres et clubs de la presse d'Afrique de l'Ouest. Donc, ce qui m'amène à Mauritanie, c'est juste de venir assister à ce congrès et aussi apporter mon soutien moral au syndicat de journalistes de Mauritanie qui ne dispose pas de maison de la presse. Mais le but aussi, c'est d'échanger et voir comment est-ce qu'avec le nouveau bureau exécutif, ce projet peut être mis en route ici. Donc, quel est votre sentiment après que vous ayez assisté à ce congrès? Oui, j'ai constaté que au cours du congrès qui a démarré ce matin, qu'il y a de la démocratie au sein du syndicat. Tout le monde ne parle pas de la même voix. C'est une preuve qu'en matière de journalisme, c'est un débat d'idées. Ce n'est pas un débat avec des fusils à la main. Donc c'est encourageant
ce type de débat dans les congrès de journalistes. Merci. Philippe, la même question s'adresse à vous. Quel est votre sentiment après avoir assisté au 3e congrès des journalistes mauritaniens? Eh bien, moi, ce qui m'a réconforté, c'est de voir que des journalistes mauritaniens ont sacrifié un week-end pour se réunir, pour procéder à une élection, bien sûr, mais pour échanger sur les moyens de défendre leur profession. Et notamment, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait parmi eux de jeunes journalistes. Ce qui veut dire que c'est un débat, comme cela vient d'être dit, qui concerne l'ensemble des journalistes. Et c'est des discussions qui portent plus sur les moyens d'action, sur les initiatives qu'il faudrait prendre, plutôt que sur la conquête de titres et de mandats. Je pense que les journalistes sont conscients des impératifs de leur profession avant tout. Donc, cela nous amène à parler un peu de la situation de la presse mondiale de façon générale. Quand on sait que Reporters sans frontières, qui estime que jamais la liberté de la presse n'a aussi été menacée, il y a lieu de s'inquiéter. Évidemment, la situation la plus dramatique que je peux épingler pour l'instant, c'est que depuis le début de cette année, 22 journalistes ont été assassinés dans le monde parce qu'ils exerçaient leur métier. Mais au-delà du drame, le plus grand scandale, c'est que la plupart de ces meurtres, de ces assassinats restent impunis. Alors, dans quel pays tue-t-on les journalistes? On pense évidemment à des pays en guerre comme l'Irak, peut-être comme la Syrie. La Somalie en Afrique est un pays où les journalistes sont régulièrement victimes de ce genre de drame. Et bizarrement, le pays, depuis le début de l'année, où le chiffre est le plus élevé, c'est le Mexique. Parce que des journalistes qui enquêtent sur l'activité des narcotrafiquants sont assassinés. Et donc, nous allons relancer une campagne pour dénoncer non pas uniquement le scandale des assassinats, mais le scandale de l'impunité dont bénéficient les assassins. Alors, plus globalement, je dirais que la situation des journalistes se précarise dans le monde parce que les grands majeurs, comme on dit, du web, je pense à Google, à Facebook et d'autres, fournissent de l'information dont ils disposent sans rétribuer les auteurs et le développement de ces activités, la concentration des publicités notamment sur ces sites fait que des entreprises de presse se retrouvent en difficulté et qui payent la note, ce sont les journalistes. Selon vous, cela est dû réellement à quoi? Le fait que la liberté de la presse à travers le monde soit menacée un peu. Oui, bon, la liberté de la presse est menacée dans le monde. C'est dû à plusieurs facteurs ou plusieurs contingences. Parfois, c'est des pouvoirs politiques qui essaient de se maintenir ou qui ne laissent pas les idées s'exprimer. Parfois aussi, c'est des pouvoirs économiques qui ne favorisent pas l'exercice réel de l'activité du journaliste. Et quand on prend surtout la situation en Afrique, c'est dû plutôt à une crise économique qui étrangle les médias. Et il faut ajouter à cela un nombre pléthorique de médias. Tu vas trouver dans un pays où il y a peut-être 200 titres, mais ces titres-là vont vivre de quelle publicité? Le marché publicitaire est assez restreint. Donc c'est l'occasion de dire que la liberté de la presse ne peut survivre dans un contexte où les journalistes eux-mêmes ont du mal à survivre. Il a cité le cas du Mexique, mais il y a des pays où il n'y a pas la guerre, mais où des journalistes sont victimes de groupes de pression politique. Ouais. Nous allons revenir ici en Mauritanie. Selon le classement 2017 de Reporters sans frontières, sur l'échiquier international, la Mauritanie occupe la 55e place. Mais au niveau arabe, la Mauritanie occupe la première place. Qu'est-ce que cela vous inspire? Eh bien, ça pose d'abord un constat assez réconfortant. Ça veut dire que la situation de la liberté de la presse s'est améliorée en Mauritanie. En même temps, ça doit inciter les autorités à continuer à progresser. Vous l'avez dit, la Mauritanie est classée 55e, ça veut dire qu'il y a 54 places à regagner pour arriver un jour au sommet de ce classement. Mais par ailleurs, et je confirme ce qui vient d'être dit,
Si la situation de la liberté de la presse s'améliore sur le plan politique, il reste qu'en Mauritanie, comme dans de nombreux pays africains, des journalistes ont d'énormes difficultés à vivre de leur métier. Et ceci confirme le constat que nous posons, c'est que le combat pour la liberté de la presse ne cesse jamais. Une fois que la liberté politique est garantie, il faut s'assurer de mettre les journalistes à l'abri de pression économique. Et ce constat n'est pas uniquement vrai en Afrique. Pensez à ces quotidiens français qui sont propriétés de grands groupes industriels. Et certains quotidiens n'osent pas aborder des sujets embarrassants pour les groupes qui les contrôlent. Et ceci pose évidemment problème sous l'angle de l'indépendance de la presse. Après avoir côtoyé les journalistes mauritaniens, dans vos structures, qu'est-ce que vous allez apporter à ces journalistes après les avoir côtoyés un peu et savoir de quoi ils ont réellement besoin? Moi, je pense surtout qu'il faut continuer par mettre un accent sur le recyclage et la formation. Travailler sur des questions de partenariat pour un peu impulser plus d'échanges au niveau de la sous-région. On n'est pas journaliste chez soi sans savoir ce qui se fait de mieux chez les voisins ou chez les autres. Ça veut dire qu'il faut que l'esprit de solidarité soit toujours entretenu et que les organisations de presse puissent vraiment renforcer leurs liens. On n'est pas dans une compétition où on veut savoir qui est le meilleur, mais on veut plutôt arriver à quelque chose, c'est que les journalistes puissent produire de l'information qui intéresse les populations au niveau local. Parce que si des paysans ou des éleveurs au fin fond de la Mauritanie ne peuvent pas exploiter l'information produite par les journalistes pour améliorer leur quotidien, donc je ne vois pas à quoi servent les médias. Donc les médias ont encore un grand rôle à jouer dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable. La même question, je vous l'adresse en tant que président de la FIGE. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux journalistes mauritaniens en termes de formation? Le message que j'ai rappelé aux journalistes mauritaniens, c'est qu'ils sont d'abord les premiers responsables de la défense de leurs droits. La Fédération internationale des journalistes regroupe des syndicats et des associations de journalistes. On ne peut pas y adhérer à titre individuel. Et ce qu'elle fait, c'est d'une part apporter son soutien aux journalistes, aux associations et syndicats de journalistes dans un pays qui font face à leurs problèmes. Et ça c'est un peu dans la ligne de ce qui vient d'être dit, c'est organiser aussi un partage d'expériences, de montrer par exemple que certains problèmes ont été résolus dans un pays et que la solution qui a marché dans un pays pourrait peut-être marcher dans un autre. C'est organiser des solidarités entre journalistes au niveau des continents, et la Fédération internationale, par surcroît, porte la voix des journalistes à des niveaux. Je pense à l'Organisation des Nations Unies, par exemple, ou à l'UNESCO, où les syndicats nationaux n'ont pas accès. On assiste à une prolifération de la presse ici en Mauritanie. C'est un constat, particulièrement les sites web. Est-ce que cela est un bon signe, selon vous? L'explosion de médias montre qu'il y a un climat favorable à la liberté d'expression. Je vais juste emprunter un adage qui dit « trop de communication tue la communication ». Trop de presse ne tue pas la presse. C'est un peu le piège, et c'est surtout, comme cela a été dit aussi, si les médias se multiplient sur un marché qui est par définition très restreint, auront-ils la possibilité de se développer et de survivre? Alors vous avez abordé un autre aspect qui est celui des médias en ligne, des sites web. Et il faut bien reconnaître que pour l'instant, on connaît très peu de modèles économiques rentables sur le net. Maintenant, à titre personnel, je suis convaincu que c'est une évolution qui va s'affiner et que si mes successeurs dans 20 ans reviennent chez vous, ils parleront plutôt de la presse en ligne qui aura trouvé son rythme de croisière, alors que la presse traditionnelle aura peut-être une portion beaucoup plus congrue du marché. Donc c'est un bon signe, la prolifération des sites. Oui, moi je pense que c'est un bon signe, puisque c'est les nouveaux médias. On entre dans l'ère du numérique, de l'économie du numérique. Même les médias traditionnels doivent s'y conformer, doivent rejoindre ce mouvement. À terme,
c'est ceux qui seront les meilleurs ou les mieux organisés qui vont remporter la bataille. Donc, que pensez-vous de la relation entre presse et réseaux sociaux? Bon, ça aussi, c'est un autre problème parce que les réseaux sociaux, bon, ici, je ne sais pas comment en Mauritanie cela se passe, mais globalement, c'est des médias qui concurrencent à juste titre les médias traditionnels. Mais est-ce que ces réseaux sociaux portent la bonne information? Il se fait que c'est par ces mêmes réseaux sociaux qu'il y a diffusion parfois de fausses nouvelles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles diffusées à travers les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose avec... c'est une thématique à laquelle il faut vraiment faire attention. Il faut mieux encadrer, mais ne pas censurer. Donc par rapport aux réseaux sociaux, si vous avez un mot à dire. Tout à fait. D'abord, les réseaux sociaux sont une source d'information pour les journalistes et nous encourageons les journalistes à être présents sur les réseaux sociaux. Mais il est vrai que sur les réseaux sociaux arrivent des informations qui méritent d'être développées, mais se développent aussi des rumeurs. Et c'est à un point tel que certains quotidiens, je pense au journal Le Monde par exemple en France, a créé une rédaction en ligne dont l'activité principale consiste à prendre les rumeurs répandues sur le web et à les démonter pour expliquer en quoi elles sont fausses. Donc la liberté sans limite de la presse, selon vous, elle n'ouvre pas la voie aux excès? La liberté va avec la responsabilité. Et je rappelle toujours que nous revendiquons la liberté d'expression, mais vous connaissez cette expression célèbre, c'est la liberté de tout dire, mais pas n'importe quoi. Et la profession de journaliste est aussi encadrée notamment par un code déontologique. Le code principal de déontologie des journalistes au niveau mondial s'appelle, et j'attire l'attention sur l'ordre des termes, la déclaration des devoirs et des droits des journalistes. Et on a placé le mot devoir en premier lieu. Je vais rebondir sur ça, le devoir et les droits des journalistes. Ici en Mauritanie, il y a eu la dépénalisation du délit de la presse. D'abord, cela vous inspire quoi, vous? C'est un pas très positif parce que la pénalisation des délits de presse est un moyen, entre guillemets, de criminaliser l'activité des journalistes. Et ce n'est pas une bonne chose. Mais pour prendre un exemple très simple, la diffamation, il y a des diffamations, entre guillemets, licites et d'autres qui sont illicites. Épingler l'éventuelle corruption d'un ministre, et je ne vis pas de cas en particulier, mais je pense à certains cas que nous avons connus en Belgique. C'est évidemment porter honneur à atteinte à l'honneur de ce ministre, mais c'est en même temps exposer un cas qui mérite d'être dénoncé. Par contre, si c'est de la diffamation gratuite, je suis désolé, le journaliste doit assumer sa responsabilité et en répondre. Donc dites-vous, si vous avez un conseil à donner à ces journalistes qui profitent de cette dépénalisation pour dire du n'importe quoi sur parfois la vie privée de certains, que leur dites-vous? Je leur dis d'abord de relire la déclaration des devoirs et des droits qui impose de vérifier les informations que l'on publie, de corriger les informations erronées, de rectifier les informations erronées qu'on a diffusées et aussi de respecter la vie privée des personnes et d'éviter notamment d'accroître la souffrance des personnes qui sont victimes. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela? Oui, sur ce cas, je pense que c'est clair. Un journaliste n'est pas au-dessus de la loi, il n'est pas un superman, il a des obligations vis-à-vis de la société, donc il a une grande responsabilité sociale, donc il ne doit pas se permettre d'écrire ce qui peut porter atteinte à la vie privée, même à la cohésion sociale et sur d'autres thèmes qui peuvent troubler l'ordre public. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque profession a ses règles et le journalisme aussi en a. Donc il faut seulement rester dans le cadre du respect de la déontologie et de l'éthique qui régissent notre profession. Donc on ne dit pas qu'il faut jeter le journaliste en prison, non. Il faut que le journaliste sache qu'il ne peut pas quand même écrire n'importe quoi. On peut quand même infliger qu'on appelle ça des sanctions pécuniaires aux médias qui propagent des fausses nouvelles. Donc, je reviens à vous. Comment la Fédération internationale des journalistes peut aider la presse en Mauritanie et surtout aider les journalistes dans le domaine de la presse d'investigation?
Mais elle ne peut pas évidemment apporter des fonds pour aider les journalistes en Mauritanie, mais elle organise par exemple des sessions de formation. Elle organise aussi des ateliers, par exemple un atelier qui avait très bien marché en Mauritanie et qui a eu des effets notamment en télévision. C'était un atelier relatif à l'égalité des genres. Il fut une époque pas si lointaine où les femmes n'avaient pas tellement accès à la profession de journaliste. Et je sais que cela a changé dans le bon sens. Et donc ce sont plutôt par des initiatives donc, de formation, d'encadrement et à nouveau de comparaison, d'explication aux solutions qui ont marché dans un pays qui pourrait marcher en Mauritanie que nous pouvons aider la communauté des journalistes mauritaniens à progresser. Donc, vu le classement de la Mauritanie, on peut donc dire que la démocratie mauritanienne se porte bien. Elle se porte mieux, mais elle peut toujours mieux faire. Bon, moi, je peux juste ajouter que la démocratie, c'est une longue marche. Donc, c'est plutôt un signe encourageant que le pays est en train de se transformer. Et il faut que le peuple mauritanien, les journalistes mauritaniens puissent participer activement à ce processus. Beaucoup de pays ont loué l'approche mauritanienne dans la lutte contre le terrorisme. Quel est le rôle que la presse doit jouer? En fait, le terrorisme pose un problème terrible. Comment devons-nous y répondre? Et là, je parlerai plutôt de mon point de vue d'Européen. L'Europe a été confrontée au terrorisme. Elle y répond d'une manière policière, d'une manière répressive et d'une manière militaire. Mais même les experts en Europe disent que le combat contre le fondamentalisme ne peut pas se gagner uniquement de cette manière-là. Il est aussi un combat idéologique. Et dans ce sens-là, la presse a un rôle à jouer en démontant sans doute d'abord les mécanismes par lesquels ces groupements amènent des jeunes à se radicaliser, à passer au terrorisme. Donc, le rôle du journaliste... C'est un rôle d'explication, de démontage, de décryptage de l'information. Comment ces réseaux parviennent-ils à embrigader des jeunes? Mais si les médias l'expliquent clairement, ça peut aider notamment les proches à se rendre compte qu'un jeune, enfin je dis un jeune, ou une personne est en train peut-être de dévier vers un comportement terroriste. Donc l'approche mauritanienne dans ce sens il y a en tout cas une expérience que j'ai vue, c'est ces émissions qui permettent à des sages d'expliquer la vision et de démonter sur le plan religieux les raisonnements fallacieux qui conduisent des jeunes au terrorisme. Je pense que ça, c'est effectivement faire œuvre très utile. Oui, oui, sur cette question du terrorisme, bon, les médias en Mauritanie ont toujours un grand rôle à jouer, puisqu'il faut aller aux racines du terrorisme. Pourquoi, surtout le terrorisme islamiste, pourquoi cela se passe. Donc, en essayant de décortiquer cela, en essayant d'éduquer la population, il va de soi qu'il y a de fortes chances de réduire la déviance auprès des jeunes qui sont recrutés par les réseaux de terroristes. Et quelles sont vos impressions de façon générale? Vous l'avez dit tout de suite que c'est la première fois de venir en Mauritanie. Quelles sont vos impressions de façon générale sur ce pays? Oui, bon, je dois vous dire que moi j'ai une bonne impression. Vous voyez, je viens pour la première fois d'un pays comme la Mauritanie. J'ai croisé beaucoup de gens en turbané, mais je n'ai pas eu beaucoup peur. Parce que je suis l'actualité depuis toujours. Et en Mauritanie, ce n'est pas la même chose comme au nord du Nigeria ou au nord du Mali. Donc, c'est dire que vous avez fait un réel progrès. Parce que si on fait une comparaison, on verra que le terrorisme n'a pas beaucoup prospéré en Mauritanie. Sinon, ça devait être un peu quand même difficile. Donc, pour terminer mon propos, je félicite la population mauritanienne. Et moi, je me sens aussi mauritanien. Merci. Et pour vous, quelles sont vos impressions? Eh bien, je partage avec mon interlocuteur le privilège d'être pour la première fois en visite, je ne vais pas dire en Mauritanie, à Nouakchott. Parce que Nouakchott n'est pas évidemment toute la Mauritanie. Donc je serais bien prétentieux à émettre un jugement
en disant que je sens que la société évolue dans un tel ou tel sens. Mais il est vrai que, notamment à ce congrès des journalistes, je vois des gens qui expriment leurs différences et qui le font d'une manière respectueuse. Et ceci me semble témoigner en tout cas d'un état d'esprit général qui est très encourageant. Donc si vous avez un mot à dire aux journalistes mauritaniens, ou bien ou un texte, cela dépend de vous. Non, je leur dirais, mais continuez dans la voie où vous êtes engagés et continuez à être attentifs à la défense de vos droits et au respect de ce pluralisme. Parce que ça, c'est très important, exprimer des opinions divergentes, mais sans tomber dans les excès, des condamnations, des excommunications. Et sur ce plan, il reste, je le répète, la Mauritanie est classée 55e, ça montre les progrès enregistrés, mais il reste des progrès à faire et j'encouragerai non seulement les journalistes, mais aussi les autorités politiques, mais aussi l'ensemble de la société à continuer sur cette voie parce qu'on est dans une spirale positive. Selon vous, qu'est-ce qui reste pour atteindre le but escompté? Vu le classement, par rapport à l'Afrique, la Mauritanie est 8e. Qu'est-ce qui reste réellement pour... Mais à nouveau, là, il faudrait entrer dans des détails que je ne connais pas. Il y a peut-être sur le plan législatif des améliorations à apporter. Il y a peut-être une instance d'autorégulation à créer ou à améliorer dans son fonctionnement. Il y a peut-être aussi un rôle des pouvoirs publics dans le soutien aux médias naissants ou aux médias en difficulté à concevoir de manière impartiale et régulière. Vous voyez, il y a un tas de pistes qui existent, mais à nouveau, je pense qu'on est dans une tendance positive et je crois qu'il faut poursuivre sur la voie dans laquelle on s'est engagé et dans chaque pays, à chaque pays de trouver ses formules pour progresser. C'est mon mot à l'endroit des journalistes mauritaniens, c'est un mot d'encouragement parce que c'est un syndicat où on trouve des gens qui ont des idées divergentes, mais qui sont quand même unis par ce lien syndical. Et il y a un progrès à faire en matière de loi d'accès à la publicité, comme évoqué ce matin comme un problème qui nuit quand même à l'épanouissement des médias. Mais je suis confiant que cela se fera avec beaucoup de plaidoyer et de la pression. Félicitations au syndicat des journalistes mauritaniens, du courage, on est derrière vous. J'ai une question que j'ai l'habitude de poser. Oui. Si vous attendiez à une question que je devais poser, alors que je ne l'ai pas posée, laquelle et quelle sera sa réponse? Bon, ça, je ne t'ai pas préparé à ça. Ok. Donc, et vous, c'est Philippe? Très franchement, je trouve que vous avez balayé très largement le sujet. Et la question que vous n'avez pas posée et à laquelle j'aurais répondu de manière négative, c'est de dire est-ce que la Fédération internationale peut se substituer aux journalistes mauritaniens pour les faire progresser dans la défense de leurs droits. Et je vous aurais dit, comme je l'ai dit en début d'interview, qu'en Mauritanie, comme partout dans le monde, les journalistes sont d'abord en charge de la défense de leurs droits et la communauté internationale est là pour les appuyer. Merci. Et si vous avez un dernier mot? Eh bien, je suis réconforté par la qualité des débats auxquels j'ai assisté et je ne peux également qu'encourager les journalistes mauritaniens, leurs syndicats, leurs associations à continuer dans cet esprit parce que globalement, ils feront progresser leur cause. Nous aussi, ici à la télévision de Mauritanie, on vous remercie. Vous devez voyager ce soir et merci de nous avoir accordé votre temps pour cette interview. Merci également à vous de nous avoir. Si vous avez un dernier mot, mon dernier mot, c'est ma première visite, mais j'ai une bonne impression de ce pays. Donc vous allez revenir? Et des hommes, oui, pourquoi pas. Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Donc c'est la fin de cette émission. Je rappelle que j'étais avec Philippe Leroute, président de la Fédération internationale des journalistes, FIJ, et M. Blawo Chalim, président
secrétaire général de la Fédération des maisons et clubs de l'Afrique de l'Ouest. L'émission touche à sa fin. Je remercie l'équipe technique, à la caméra Mokhtar Al-Alim, à la réalisation Ahmed Salim Al-Boubout, au son Al-Haj Maliksi. Et merci et au revoir.